dans cet état mental et émotionnel, je vais continuer à me cogner contre le mur. Donc, je vais lâcher le fait que je suis en train de chercher la solution. Dans quel état interne je serais si j'avais trouvé la solution? Ok, imaginons, je serais soulagée, je serais en joie, quelles que soient les émotions, imaginons moi je serais soulagée et je serais en joie. Du coup, je vais travailler sur mon état interne et voir, ok, et si je commençais à l'incarner sans avoir la solution, hein? On va rentrer dans une phase de l'interview que je te propose, t'es pas obligé d'accepter, où je vais te poser des questions assez courtes et je te demande de faire des réponses assez courtes et assez intuitives pour voir ce qui sort dans ce moment-là de spontanéité, plus que que dans des réponses construites où on essaye d'être exhaustif. Là, ça serait plutôt un jaillissement pour voir ce que ça fait, en fait. Ouais. Ça te va? Ça va, je peux Ok. boire de l'eau? Ah oui, bien sûr, évidemment. Il faut prendre des forces. C'est ça. Toi, tu ne bois pas, par contre, hein? Si je bois quand je suis hors champ, parce que c'est moi qui fais le montage en même temps. Tu as le contrôle, c'est pour ça, tu peux faire ce que tu veux. Exact. Là, si je veux, par exemple, je te mets en plein écran pendant que tu bois. C'est pas grave, je bois tout le temps et même toutes les gens qui m'accompagnent savent que Ah je bah bois. oui, ça va, c'est pas un geste, t'es pas pris en flagrant délit de quoi que ce soit de très grave. Ouais. Je suis prête. C'est ok pour toi? Yes. Super. Alors, selon toi, à quoi servent les émotions? À être vécu. Ok. C'est quoi pour toi faire une juste place à ces émotions? Les vivre, leur donner de l'espace. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Quand est-ce que c'était? Ce week-end. C'était de tristesse ou de joie? C'était de tristesse. Ok. Quelle place occupe la colère chez toi? Plutôt petite, par rapport à la tristesse, par exemple. Quelle place occupe le doute pour toi? Oh, il est régulier, perturbant parfois et utile en même temps. Il s'agit juste de voir comment et qu'est-ce que j'en fais. Ça existe pour toi le libre arbitre? J'adore cette question, je ne sais pas. C'est une des questions que je me pose. C'est quoi pour toi la souveraineté? J'aurais dit une forme de maîtrise. C'est quoi pour toi l'objectivité? Est-ce que ça existe? Je crois pas. On se rejoint là-dessus. Dernière question, et là tu peux développer, c'est est-ce que tu t'aimes? Et si oui, est-ce que tu veux bien nous parler de comment tu t'aimes? Je m'aime et je sais que je peux m'aimer encore plus. Je m'aime suffisamment pour choisir toujours au quotidien de m'épanouir et de faire quelque chose que j'aime et de faire en sorte que mon quotidien soit parsemé de moments de plaisir pour moi et d'attention à moi. Et je m'aime suffisamment pour me dire, ok, ça te va pas, tu changes, et pas accepter certaines choses et me donner la priorité. En tout cas, c'est ça pour moi, c'est être attentive à moi-même, en fait, me donner cette attention-là. Merci beaucoup pour cette réponse et pour toutes les réponses précédentes. C'est un peu malmenant ou ça va pour toi comme exercice? En fait, ce qui est difficile, c'est que j'ai envie de compléter. Donc, ok, non, tu t'arrêtes là. Après, j'aime bien, en fait, ça change le rythme de l'entretien. Et en même temps, ça me donne presque envie, maintenant que je suis là-dedans, je me dis, je peux plus faire plus que des réponses courtes, j'aime bien. C'est drôle. Du coup, j'ai une question sur les choix alors.
Je me disais Vas-y. à quel point faire un choix pour toi est quelque chose de difficile et Mhm. comment t'y prends-tu pour choisir entre 2, 5 ou 10 chemins possibles qui sont devant toi et qui ont à peu près la même désirabilité. Ouais. Pour moi, c'est difficile de faire des choix. Et ça l'a été encore plus par le passé. Et aujourd'hui, j'ai compris notamment comment démêler l'émotionnel et le récit pour faire un choix qui est aligné. Et le moment pivot, ça a été de comprendre que le choix peut pas se faire que par le mental. Le mental, il a sa logique. Et c'est, ah, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Est-ce que j'ai l'élan ou pas? Même si c'est peut-être pas logique. Et ça, c'est le process dans lequel je suis encore aujourd'hui, de comment faire toujours plus d'espace à mon ressenti et pas être dirigé par ma tête. Parce que si on se laisse que diriger par la tête, potentiellement on se retrouve dans des situations que on voulait pas en fait. Et si on le fait comme la planche à voile entre la tête et le corps, ben là on a plus d'assurance en tout cas d'aller vers un chemin qui est juste. Et je suis en train de faire une réponse longue. Dernier point, Mais un je t'en prie, choix. là, c'est bon, on est reparti, t'as le droit de prendre le temps que tu veux. Un choix, il est temporaire. Il n'est pas forcément définitif. Mais clairement, moi, je sais que faire un choix, oh, ça a été un processus de comprendre comment moi je fais des choix et de justement revenir à mon corps, à mon ressenti, lui donner de la valeur et de la validité, même si la logique va pas toujours le soutenir en quelque sorte ou va pas forcément dans ce sens-là. Je Ok. vais plus simplement peut-être donner quelque chose que j'ai appris, c'est dans comment faire un choix. Il y a des typologies différentes sur ce sur quoi on s'appuie pour faire un choix. Il y a des personnes qui ont un ressenti intuitif auquel ils peuvent faire confiance dans l'instant. C'est ah, c'est ça. Et après, l'enjeu, ça va être juste pour elles, par exemple, de pas laisser le mental prendre le pas et tout remettre en question. C'est toujours de revenir à leur ressenti primaire. Il y a d'autres personnes, ça va être ah, ben en fait, les émotions teintent tellement leur prise de décision qu'il va être nécessaire qu'elles prennent leur décision et vont avoir besoin de plus de temps pour se laisser un peu être dans le ah mais oui c'est génial et se laisser redescendre dans le ah non non c'est pas du tout ça et avoir fait l'expérience je dis toujours du haut et du bas pour pouvoir prendre leurs décisions et qu'elles soient alignées. Donc il y a des personnes qui vont avoir besoin de plus de temps que d'autres. Et par exemple pour moi de comprendre que j'avais besoin de temps, ça a été salvateur parce qu'avant je me jugeais en me disant mais t'es pas capable de prendre une décision là dans l'instant et c'est quelque chose dans la société aussi qui est assez critiqué. Et en fait voilà il y a juste valider le fait qu'il y a des processus décisionnels qui sont différents. Et l'autre aspect, c'est moi, par exemple, je sais que c'est plus facile pour moi de faire un choix entre si on me propose 2 choses ou 3 choses, que si tout est ouvert, c'est plus compliqué. Donc, à un moment donné, c'est comment je peux m'aider à restreindre pour ressentir. Alors qu'il y a d'autres personnes, c'est l'inverse. Elles ont besoin d'avoir tout le champ des possibles et elles vont pouvoir décider. Donc, toujours aller, tu vois, là, dans la personnalisation de, OK, comment moi je fonctionne pour m'aider à prendre mes décisions. Super, trop bien. Donc, bah, scoop, alors du coup, t'es pas Bruce Willis, tu sais pas quoi faire en toutes circonstances. Ah non, non, non. Mais c'est bien, écoute, je préfère te parler à toi. Est-ce que tu penses avoir dépassé ta peur de la folie? Et si oui, comment tu t'y es pris? Ouais, très bonne question. Je pense que je pourrais y retomber dans le sens, bah, si je reprends et que je suis cohérente aussi avec ce que je disais tout à l'heure, c'est on n'est jamais prémuni ou quelque chose n'est jamais acquis. On doit toujours y retravailler. Après, bon, la question c'est qu'est-ce que tu mets derrière le terme folie? Moi, ce que je mets derrière le terme folie, c'est parce que je l'ai, en tout cas, à nouveau d'après ma définition, j'ai vécu ce moment où ma tête elle partait dans tous les sens et mes émotions dans tous les sens et où vraiment je sentais qu'en fait si je restais là-dedans je pouvais devenir folle et je pense que euh, c'est ça un peu les confins. Après voilà je suis jamais allée plus loin comme peut-être certaines personnes qui iraient dans un hôpital psychiatrique ou là où on va vraiment dans mais pour moi je pressentais, je me disais tiens je vois comment on peut vraiment aller dans la folie et ça a été dans des moments tout simplement de vie extrêmement qui étaient très difficiles et du coup il y avait plus de repères ou il y avait plus de cadre sur lequel m'appuyer. Et du coup, c'est ça. À la fois au niveau mental et émotionnel, c'était hors corps. Et en fait, ça a été un des points, tu vois, pivot. C'est, ok, oui, si je me laisse, parce que c'est ça, hein, si je me laisse aller là-dedans,
et je reviens pas à mon corps, oui, c'est ça. Je peux complètement partir là-dedans. Par contre, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, si je reviens dans mon corps, c'est là où, mais c'est-à-dire très concrètement, parce que imaginons, je pars de la paranoïa ou je pars dans de la folie. Si je reviens là très simplement, ah ok, je regarde la pièce autour de moi, je sens mes pieds sur le sol, je sens mes bras, je sens mon corps, et je sors du discours, discours, c'est même plus un discours, mais en tout cas de juste, je suis dans ce qui se passe dans ma tête et je reviens à la réalité. Mais ça, c'est même, je sais plus qui est la personne qui vraiment travaillé sur, ok, un exercice tout simple de, ah, maintenant je choisis par exemple de voir la couleur bleue. Bon, mais je regarde tous les éléments autour de moi qui sont de couleur bleue, ok, c'est bon, moi j'en ai repéré plusieurs autour de moi, tous les éléments de couleur blanche, ok. Et en fait, c'est juste, on a besoin de ramener, justement, se ramener dans le corps. Et je pense que, honnêtement, des choses aussi simples que par la sensorialité, donc par nos sens. Tiens, je sens la chaleur, par exemple, pour moi sur mes cheveux, je sens, je vois les choses autour de moi, ça me ramène à la réalité du présent. Ok. Donc ça veut Ouais, dire que en fait, c'est encore une fois le corps qui va jouer le rôle de recentrage pour toi. Ça a l'air d'être ouais, important en tout cas dans ta façon ouais, de. ouais. Ok. Je me demandais, est-ce que tu penses aider les gens que tu accompagnes? Et si oui, dans quelle mesure? Ma réponse est oui. Sinon, je ne ferai pas ce travail. Ok. Je vais dire quelque chose que je ne savais pas, moi, quand j'ai démarré, et je pense qu'il est important d'être dit, notamment parce qu'il y a peut-être des personnes qui regardent ta chaîne en se disant, tiens, par qui j'ai envie d'être accompagnée ou comment choisir un accompagnement. Moi, je pensais que j'ai été formée par exemple en tant que coach et du coup, je vois parce que comme c'est des outils, avant d'être formée plus spécifiquement sur l'HPI, c'est des outils qui sont finalement ben, valables pour tout le monde. Enfin, honnêtement, savoir comment fonctionne notre cerveau, ça serait utile à tout le monde. On a tous un cerveau, mais on ne sait Bien pas sûr. comment il fonctionne. Et en fait, je suis partie de ce mais tout le monde devrait savoir et j'aimerais accompagner tout le monde à au fur et à mesure me rendre compte en fait non, je suis pas pertinente pour tout le monde. Très clairement, il y a des personnes, je pense que on a quand même un aperçu de qui je suis, comment j'aborde les choses quand on entre en cette interview et je suis pas du tout la juste personne pour tout le monde. Je fais une réponse longue, mais ça va peut-être aider des gens. Souvent, je dis bon imaginons que tu viens me voir parce que tu vois, tu as envie de travailler sur comment je peux trouver une direction professionnellement qui soit voilà, je m'ennuie dans mon travail ou je me sens complètement pas à ma place. Comment je peux trouver un travail qui soit plus juste pour moi? Il y a certains coachs qui aborderaient les choses en disant bon, ok, quelles sont tes compétences? Comment est le marché du travail? Quel type de métier correspond à tes compétences? Et avec une approche très rationnelle et logique, et j'ai aucun jugement quand je le dis, et qui est parfaitement appropriée pour certaines personnes. Moi, là où je m'éclate le plus et où je pense que j'aide le plus les gens, ça m'intéresse pas spécialement d'aller voir ce qu'il y a sur le marché du travail. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'aller toucher à qui est la personne dans son essence. Et vraiment, c'est de là que je fais tout le travail de point de départ. C'est j'adore que tu te ressentes, que tu aies une perspective sur toi, que tu comprennes c'est quoi tes qualités, c'est quoi où t'es bon, c'est quoi ta zone de plaisir, de kiff, ou qu'est-ce que ta présence elle déclenche quand tu es dans une pièce, quand tu travailles, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, comme ça, on sait qui tu es toi. Et à partir de là, ensuite, on va réfléchir à, OK, qu'est-ce qui pourrait te permettre d'exprimer qui tu es. Mais c'est pas du tout la même logique qu'on va voir ce qu'il y a sur le marché du travail et ce qui te correspond. Et Ouais. c'est pour donner un exemple de, oui, j'aide les personnes que j'accompagne, mais je serais pas quelqu'un potentiellement de pertinente pour tout le monde. Et si je dis ça, c'est à nouveau pour que les personnes, elles puissent elles-mêmes dans leur process, je trouve, dans les accompagnants, on parle souvent de ça c'est un bon accompagnant, ça c'est pas un bon accompagnant, c'est un bon thérapeute, c'est pas un bon thérapeute. Non, faut sortir pour moi de la logique très simpliste. C'est non, où est-ce que la personne est bonne, où est-ce qu'elle est pertinente, pour qui. Euh, donc c'est une longue réponse et je me rappelle même plus de la deuxième question. Non, bah du coup, dans quelle mesure tu penses les aider? Mais je pense que ta Ah réponse, elle oui, répondait aux deux. ouais, Et j'ai ouais. l'impression que justement, ça a été peut-être une étape pour toi de comprendre que tu ne pouvais pas être adapté à toutes les personnes et leur apporter de l'aide à toutes, et que finalement, d'accepter ça, parce que ça peut être Mmh, élargi à d'autres domaines finalement, ouais, ouais, d'accepter ça, ça t'a fait rentrer dans une sorte
un côté plus paisible de ce que tu proposes, non? J'ai l'impression. Ouais, mais en fait, et aussi, tu vois, enfin, je vais être claire, moi j'ai décidé de me spécialiser sur les personnes qui ont un fonctionnement différent, déjà parce qu'il y a un écho à mon fonctionnement, parce que moi-même je me suis passionnée pour ce sujet et que ça a du sens pour moi que les autres comprennent leur fonctionnement et de les aider en fait, mais je serais peut-être honnêtement pour une personne qui n'a pas cette intensité émotionnelle ou cette intensité mentale, je m'amuserais moins, je pense. Très simplement, j'aime bien avoir aussi cet aspect-là, donc ouais, je pense que c'est ce qui fait que je me sens à ma place aussi. Chouette. Je voulais savoir aussi, par rapport au thème de l'hypersensibilité. Alors ça peut s'éclairer sous l'angle d'une certaine porosité à l'environnement et aux autres. Souvent c'est ça, c'est un envahissement des stimuli extérieurs qui nous allume et qui nous sature. Et j'entends aussi dans cette porosité une difficulté à connaître ses limites, son territoire. Et donc comment est-ce que tu pourrais nous parler de cette difficulté et quels seraient pour toi certains outils pour tenir sa place, son poste, son territoire? Être jusqu'aux limites de ce territoire-là, sans empiéter au-delà de ces limites-là. Hmm. Alors déjà, tu vois, si on reparle de personnalisation, je pense à un moment donné, c'est intéressant pour les personnes d'aller voir, ok, qu'est-ce que je mets derrière le mot limite, qu'est-ce qui fait que potentiellement c'est dur pour moi de mettre des limites, comment je vis cette porosité, enfin, tu vois, aller vraiment préciser, analyser pour que ce soit plus juste, parce qu'évidemment, je fais une réponse générale, Bien sûr. mais ça, c'est un point. Et ensuite, si je prends, je sais qu'une image qui avait aidé justement les personnes que j'accompagne en groupe, me disait, ah, mais on avait pris ce sujet justement de comment poser les limites et que c'est dur parce que, pourquoi c'est difficile? C'est parce que quand je pose mes limites, mais potentiellement, j'ai une réaction émotionnelle en face. Ok, est-ce que je vais être en capacité de gérer ce qui se passe en face de moi et de rebondir? Donc, je préfère pas poser mes limites, comme ça, j'ai pas à vivre ce que la réaction de la personne en face. Et en fait, par exemple, cette prise de conscience, elle était importante et de se rendre compte, mais les autres partagent un peu la même chose. Ça a aidé, par exemple, là, spécifiquement ce groupe que j'accompagne. Et en même temps, j'ai dit, ok, poser les limites, ça avait un côté. C'est pour ça que je disais, quelle est votre association en fait à poser des limites? C'était un peu, voilà la limite. Il y avait quelque chose qui convenait pas forcément. Et ce que j'aime bien, et à nouveau pour prendre cette notion du corps, ça marche, je trouve que ça marche aussi, c'est ok. Là, peut-être, je sais pas, je suis dans cette posture-là. Là, je me rends compte que quelqu'un est en train d'empiéter. C'est ok. Poser tes limites, si c'était peut-être prendre ton espace, en fait. Et dire non, ça, c'est mon espace. Et juste ce mouvement du corps, finalement, bien sûr comme une symbolique, mais le corps souvent est hyper expressif d'ailleurs dans les situations. C'est tiens, je sais pas, je me replie un peu sur moi-même parce que je sens que il y a quelque chose qui est en train de me toucher, ou je baisse la tête, ou je sais pas, je remonte les épaules. Enfin, donc travailler aussi par le corps, parce qu'en fait, à nouveau, on travaille avec le mental, mais aussi avec la physiologie. Aujourd'hui, pour donner un exemple très concret, on sait que si tu souris pendant 1 minute, hop, il y a toute une chimie qui se déclenche dans ton corps. Donc déjà, si tu peux poser tes limites, si on garde ce terme-là, de ok, prends ton espace. Peut-être que c'est comment tu poses tes épaules, tes bras, tu respires, tu te redonnes de l'espace à toi déjà, ça, juste un point. Et ensuite, pour moi, il y a toute une narration en fait à raconter derrière. J'ai du mal à te faire une réponse courte de ok, qu'est-ce que ça te permettrait à toi de poser tes limites? Comment tu pourrais poser tes limites d'une façon qui est juste pour toi? Parce que pour beaucoup de personnes, typiquement, poser ses limites, soit elles vont se prendre un retour de bâton qui va être violent, ou parce qu'elles ont fait l'expérience potentiellement précédemment, ou poser ses limites, ça veut dire potentiellement, je sais pas, mais il peut y avoir tellement d'associations pour les personnes, nier l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi dire non? Et donc finalement, en fait, pour moi, ça serait aller explorer vraiment qu'est-ce qui se passe si tu poses tes limites, et in fine, après ça c'est une de mes croyances, mais on ne sert l'autre, on sert le mieux l'autre, le monde, quand on est servi soi-même. Et ça c'est une croyance profonde que j'ai en fait, pour pouvoir être la meilleure version de toi, ou pour avoir l'impact que t'aimerais, il y a besoin que tu sois justement, déjà que tu prennes soin de toi. Et en fait, comment poser tes limites va peut-être encore aider plus les autres finalement.
alors qu'à la base, tu pensais que c'était peut-être un acte égoïste. À nouveau, je parle là en termes d'association que peuvent avoir les personnes. Donc c'est un peu une réponse longue, mais j'ai du mal à le faire de façon juste abstraite, en fait. Ça Ouais. demande à aller Non, mais explorer. j'entends, il y a Ouais, pas de souci. Vraiment, il y a aucune pression. ouais, T'aurais besoin d'avoir quelqu'un avec une histoire particulière pour pouvoir aller plus loin et t'as envie d'aller ouais. plus loin parce que sinon c'est pas satisfaisant pour toi. C'est ok. C'est là où j'aime le plus, effectivement. C'est quand je rebondis sur, comme tu dis, une histoire spécifique et qui illustre ensuite. Ouais, Hmm. complètement. Mais j'aurais une question aussi un peu bizarre, mais je l'ai déjà posée à d'autres personnes. Et tout à l'heure, tu parlais d'une sorte de scanner que tu avais par rapport aux personnes que tu pouvais ressentir comme étant en dissonance avec leurs propos, comme si tu ressentais des choses particulièrement en présence de personnes. Alors là, évidemment, tu vois que le haut de mon corps et on est séparés par des milliers de kilomètres. Mais si tu fais passer ton radar sur moi, qu'est-ce que tu te dis? Mhm. Ah, j'ai plein de questions qui se posent pour moi. Genre, tu vois, j'ai à la fois ton discours qui est très concret, enfin très, tu vois, ton énergie qui est très ciblée sur ce qui est en train de se passer. Et je me pose plein de questions de ce qui se passe pour toi à l'intérieur. Et je me dis aussi, tiens, j'ai l'habitude souvent de connaître davantage les personnes et finalement, je te connais pas tant que ça. Tu vois, j'ai vu des entretiens que tu as fait, etc. Mais tu mets toujours en avant plus les autres personnes. Donc, je vois quelques communications que tu as pu faire. Et du coup, je me pose beaucoup de questions sur, voilà, qu'est-ce que c'est ta perspective, comment tu te sens, quelle est ton histoire. Donc c'est un peu, j'ai l'impression, tu vois, j'ai la surface, et même si on fait très simple, tu vois, je te vois, ton visage, tes yeux, etc., tu vois, toute l'intensité du regard. Je me dis, mais j'ai envie d'aller creuser, il y a quoi derrière? Ok. Ma Donc, dernière question est la question rituelle un petit peu rigolote pour terminer juste bah, le moment qu'on vient de passer ensemble, juste avant que Gaëtan arrive. C'est qu'est-ce qu'il y a de plus banal chez toi? le plus banal. Hmm. Ouh, j'ai jamais pensé comme ça. Qu'est-ce qui est le plus banal? Je l'aime bien cette question, elle est pas de moi, mais quand elle m'a été soufflée, je me suis dit c'est super pour finir les interviews parce on s'y attend pas, on va chercher dans le compliqué et là du coup c'est plutôt dans Ouais. le commun. Je pense, pour moi, ce qu'il y a de plus banal, c'est potentiellement juste, potentiellement, ce que fait tout le monde, c'est-à-dire, je me lève, je prends mon petit déjeuner, je travaille, je m'arrête, je déjeune, le soir, finalement, je dîne et je me couche et enfin, c'est un peu ce que je pense on partage tous en tant qu'être humain et qui a pas spécialement un intérêt particulier. C'est le quotidien quoi. C'est de Ouais. suivre le jour et la nuit. Et en même temps, mon challenge quotidien, c'est justement de faire mon quotidien surprenant et d'ajouter quelque chose qui soit différent. Mais je veux dire, il y a certaines activités, c'est plutôt ça que je On veux peut dire, pas certaines écouter. activités que je fais comme tous, quoi. Hmm. Ok. Ouais. Merci pour cette réponse. Merci pour toutes les réponses que tu as données. Vraiment, c'était super, bah, c'était super agréable de mon côté. En tout cas, je tiens à te le dire. C'était très Ouais. fluide et très vivant, j'ai trouvé. Je me suis Ouais, bah, senti comme apaisé par ta présence. Je pense que tu dois faire cet effet-là à beaucoup de gens. Il y a quelque chose à la fois très solaire et très apaisant en même temps. Et c'est une sacrée énergie que tu as là. bah, je te remercie. C'est effectivement ce que on me dit. Et moi, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Je me le dis, c'était très, très conversationnel, dans le sens où j'étais en échange avec toi et je pense que j'aurais pu continuer. Et si j'étais à côté, j'aurais dit, ah, on va boire un verre ce soir. Ouais, bah carrément. Bah écoute, j'aurais bien continué aussi, mais il faut que tu rencontres Gaëtan, avec qui tu vas avoir plein de choses à dire aussi, qui a écouté tout ce qu'on s'est dit et qui va venir avec toi pour partager son point de vue subjectif, tout simplement. Donc je te laisse dans ses mains, je reviens tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Gloria, bonjour. Alors pour moi, ça serait bonsoir. Pour toi, ça serait plutôt bon après-midi, si j'ai bien compris, puisqu'à Boston, il y a un décalage, je crois, de 4 heures en moins par rapport à nous ici. Donc c'est le début d'après-midi, c'est ça? Ouais, 6 heures très précisément. 6 heures. Ah oui, oui. Ouais. Et donc tu te trouves, tu me disais tout à l'heure qu'on était en off, pas loin de Building sur Boston. Tu veux bien me montrer ta vue depuis tout à l'heure? En fait, je suis curieux de voir à quoi ressemble l'extérieur de ta fenêtre. Donc, tu peux me dire à quel étage je suis, mais en tout cas, ça va te donner. Donc, je vais bouger la caméra. J'espère que ça va marcher. Et Ah, donc, ouais, ça derrière, fonctionne, ouais.
tu vois. Waouh, t'es Derrière, c'est haut. Boston. Donc je suis au... Attends, j'essaie de C'est de la tourner. neige qu'on voit? Non, pourtant, C'est voilà, on sur est en Aix? avril, donc il y a plus de neige, mais ouais, en avril, il y a plus de neige. Mais par contre, il y a de la neige à Boston potentiellement. Ouais. Donc je suis au Ah, 15e étage, donc c'est pour ça qu'on voit une partie de la ville qui est plus bas. ça marche. Alors j'ai bien suivi votre interview. Là, la question que tu avais posée, Mathieu, concernant le fait que tu t'étais déjà senti extraterrestre, ou en tout cas que l'idée même de te qualifier d'extraterrestre ne t'était pas venue, mais c'était très intéressant cet éclairage, puisqu'on t'avait dit à l'époque, quand tu étais enfant, c'est normal, tu viens de plusieurs cultures. Alors j'ai vu sur ton site internet que du côté de l'Allemagne et de l'Autriche, au niveau des parents, c'est ça? C'est exactement Et ça. donc ça avait été l'explication du pourquoi tu pouvais te sentir décalé ou un peu différente. Et c'est vrai que ce que tu as évoqué, c'est que ça a peut-être aidé à avancer en tant qu'enfant, puisque tu avais comme ça une raison, une compréhension de ce que tu étais par rapport aux autres. Et donc ça a permis de te valider cette compréhension que tu avais. Alors, tu as évoqué aussi que du côté de ta mère, c'était OK pour que tu pleures, donc tes émotions, tu pouvais les laisser sortir sur le côté HPE. Et moi, la question qui m'est venue, évidemment, enfant taquin, c'est et du côté de ton père, c'était comment cette émotion? Pour le coup, il n'y avait pas le même espace et la même écoute. Je pense qu'on est toujours en capacité d'être avec quelqu'un en fonction de combien on est en capacité d'être avec soi-même. Et alors que ma mère, c'est un chemin qu'elle a exploré et qu'elle a fait elle-même. C'est pas le cas de mon père. Donc pour lui, c'est pas forcément la personne que j'allais voir pour partager mon intériorité, ce qui se passait en moi, parce que je savais que il n'y avait pas l'espace en fait pour ça. Ouais. Cette relation avec un espace d'un côté et pas d'espace de l'autre, ça a été difficile à vivre pour toi? Ouais, c'est intéressant parce que pour moi, et c'est drôle parce que c'est vraiment une réflexion que je continue à avoir aujourd'hui, de faire l'expérience de deux choses différentes. Euh, Par exemple, il y a des personnes qui nous écoutent, peut-être qui ont fait jamais l'expérience d'avoir un espace pour eux. D'autres qui ont peut-être eu une cohérence dans leur environnement où ils avaient de l'espace, on va dire des deux côtés. Et je me retrouve souvent moi-même à être en stretch entre une stratégie et une autre. Mais vraiment, je pourrais aller très loin dans cette réflexion. Même, je vois, par exemple, si je vais sur le sujet plus de l'entrepreneuriat, parce que donc j'ai ma propre entreprise, et je vois comment j'aurais une logique qui est plus celle que j'ai vue de mon père, puis après hop, j'ai une logique qui est plus celle de ma mère. Et comme ils sont très différents tous les deux, je me retrouve parfois je suis dans un côté, puis après je repars dans l'autre. Et en fait, c'est comment je trouve ma place à moi finalement et quelle est la stratégie qui me correspond. Parce que finalement, on est essentiellement sur l'imitation quand on grandit. Et ensuite, si on a envie de faire son chemin à soi, on est sur de la déconstruction. Et c'est dans ce chemin-là où je trouve ça intéressant. Je sais que je vais au-delà de la question, mais en tout cas pour moi, ça a été assez intéressant d'observer ça. Ouais. Non, tout ce que tu nous apportes est très intéressant. Surtout, ne te censure pas. Et quand tu parlais, là, moi, me venait le mot loyauté. La loyauté d'un côté vers la mère, ou la loyauté vers le père, ou vers les deux. Mais comment réussir ce grand écart, puisque bah, ils sont différents, comme tu le disais. Ouais, complètement. Et je pense que après, si on va plus dans une logique de féminin, masculin, c'est ok. Bon, ben, comment on a fait l'expérience du masculin, souvent c'est à travers notre père, comment on a fait l'expérience du féminin à travers notre mère. Après, voilà, chacun a une situation familiale différente, donc j'invite chacun à l'adapter. Mais finalement, du coup, on associe le masculin à ce qu'on a vécu de notre père et le féminin à ce on a vécu de notre mère. Et c'est toujours hyper intéressant d'aller revisiter les associations qu'on a faites, parce que potentiellement, elles nous bloquent dans l'expérience qu'on veut faire du masculin et des féminins. Et quand je dis ça, c'est pas que dans nos relations je vais dire externes dans le sens des relations avec un homme ou avec une femme, mais à l'intérieur de soi. Parce que pour moi, on a ces deux parts-là en nous, en fait. Et après, on peut enlever l'histoire du genre et pas les appeler féminin, masculin, mais comment, à nouveau, on laisse de la place à peut-être cette part qui est plus en dynamique d'action, qui est genre vas-y, je fonds, j'y vais, etc. En tout cas, on associe plus au masculin aujourd'hui, ou cet espace, ou plus cette réception, et qu'est-ce que je fais quelle place je fais à cette part-là de moi. Et je pense que l'équilibre se trouve justement dans le fait qu'on fait de l'espace à ces deux parts-là.
Donc, ouais. Et que cet espace doit pouvoir, en tout cas, je parle pour moi, aider à se sentir dans sa pleine puissance, c'est-à-dire à la fois être dans potentiellement du calme, de la douceur, de la retenue, voire du contrôle, et à d'autres moments être dans une énergie, une puissance, une envie, j'allais dire d'en découdre, mais d'en découdre avec la vie, ça peut être très joyeux, c'est pas nécessairement quelque chose de violent, ça peut être vraiment croquer la vie. Et je trouve que cette envergure, ça me fait penser envergure à des ailes d'oiseau ou des ailes de pouvoir vraiment complètement être dans son envergure et donc dans sa place, pour rejoindre ce que tu disais. Et tu sais que, tu sais pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant aussi pour des personnes HP, parce que souvent, la femme HP va être davantage dans une dynamique masculine et potentiellement sentir que soit avec les autres femmes, elle rentre pas trop dans la même dynamique, elle se retrouve dans un environnement masculin. Comment c'est pour les hommes d'avoir une femme qui est comme ça, et à l'inverse, un homme, alors souvent je le relie aussi plus sur la partie émotionnelle, tiens, il a peut-être une part féminine qui est assez développée et dans laquelle il se retrouve pas avec les autres hommes. Et qu'est-ce que je fais avec ça aussi? Ce sont des sujets effectivement qui me parlent. Alors c'est un petit peu comme... Oui, je t'en prie. J'allais dire, je fais des efforts pour ne pas retourner les questions et pour rester dans mon rôle d'interviewer. Oh, t'inquiète pas, tout va bien. J'aime bien cet effet de ping-pong de toute façon. Donc, y a pas de souci. Et puis moi, j'ai mon fil conducteur aussi avec mes questions et ça n'empêche pas que toi, tu puisses aller dans ton élan sans problème. Et alors, ça, comme avec Mathieu tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il y a des choses, à un moment donné, dans mon résumé auquel tu n'as pas envie de répondre, tu n'hésites pas, parce que là, je vais évoquer un sujet sur lequel vous n'êtes pas allé, mais tu as parlé de l'émotion, tu viens de parler de ce côté masculin, ce côté féminin. Tu évoques aussi sur ton site internet le fait qu'en un an, il y a beaucoup de choses qui ont été basculées, bousculées dans ta vie. Je crois que tu parles de dégringoler, ou je dis une bêtise? Je sais plus quel terme. Je crois que c'est dégringoler qui était un mot fort. J'avais parlé peut-être de table rase, je sais pas si tu as lu quelque chose. J'ai pas vu table rase, mais je crois que c'est dégringoler, ça m'a fait penser à immeuble et au plancher qui s'en va, et tu parlais tout à l'heure de repères qui disparaissaient. Et justement, ce rapport à l'autre, dans le rapport amoureux, en étant HPI, mais en étant aussi coach, ça veut dire que tu as une lecture de certains jeux. Est-ce que c'est facile d'être coach, d'être HPI et d'être amoureuse? Comme je t'ai dit, sachant que tu n'es pas obligé de répondre à ça, parce que tu peux garder aussi ta posture de coach en n'allant pas sur l'intime, hein, c'est OK. Ma question, c'est pourquoi ça serait pas... ça irait pas ensemble? Peut-être voir le jeu qui se passe avec l'autre de séduction et le décoder et plus être dans l'instant présent parce que tu vois les choses se faire en dissociation. Tout à l'heure, tu disais on se regarde faire l'interview. Je sais effectivement que je suis sur une chaise en même temps que je te parle. Donc la dissociation peut être aussi dans la rencontre amoureuse, peut-être pas une fois que c'est bien lancé dans l'euphorie, mais au départ peut-être. Je me demandais si ça... Non, c'est intéressant. Peut-être ma question n'a pas de sens pour toi. Hein. Maintenant, je comprends ce que tu me demandes. En fait, je repense à mes rencontres. Forcément, j'ai tellement appris et j'ai tellement intégré, et c'est devenu ma spécialité, par exemple le HPI, que cette grille de lecture, elle est tout le temps existante. Mais même quand je rencontre des nouveaux amis, hein, c'est automatique, j'ouvre grand les yeux et je suis curieuse à qui est la personne en face de moi, comment elle fonctionne. Ah tiens, je reconnais ça. C'est une grille de lecture que j'ai automatiquement, mais elle est avec beaucoup de, je dirais, avec d'amour et de curiosité, il y a jamais cette notion de jugement. C'est juste comment j'aiguise toujours plus mon regard en fait et mes ressentis. Donc évidemment, en relation amoureuse, si on prend la question que tu me demandais très précisément, oui, c'est quelque chose auquel j'ai été attentive. Et après, ça m'a pas parasité dans le sens où je suis pas restée juste dans cette analyse où je vis aussi le moment, parce que tout simplement la personne en face me surprend et voilà, j'ai de la chance d'avoir quelqu'un aussi qui a un fonctionnement différent et donc du coup vient me challenger, vient justement, je pense, à nouveau, là je donne un exemple très concret, quand
potentiellement une personne HP décroche d'une conversation ou par ailleurs, bon, il peut y avoir 1000 raisons, je vais me limiter à une potentielle intéressante à aller creuser, c'est si je suis plus dans le moment, que je suis juste en train de m'observer, est-ce que c'est possible que la conversation elle m'engage pas assez ou me stimule pas assez ou n'est pas sur des sujets d'intérêt? Et si jamais on fait l'inverse et qu'elle est pile sur ce point de intérêt, curiosité, écho, en fait ça va être plus dur de se sortir et de se voir en train de le faire en fait. Ou en train de parler, etc. Alors, quand tu dis ça comme ça, je trouve que justement, c'est une vraie lueur d'espoir, en particulier vers tous ceux qui sont dans une position d'HPI, qui voient tout un tas de détails, qui parfois ont l'impression de savoir comment ça va se passer dans les minutes qui vont venir, d'anticiper les choses. C'est que même si en plus, toi, tu rajoutes une couche, c'est-à-dire la couche du coach, qui a en plus des clés de compréhension qu'elle a acquis en plus, ça n'empêche pas d'être pris par le moment, ça n'empêche pas d'être, j'allais dire, dans un rayonnement de joie, de partage, comme tu l'as dit, d'être surpris par ce qu'il vient et d'être, tu l'as évoqué aussi, dans ton rythme, à fond dans ton fonctionnement. Tu parlais d'être à fond dans son fonctionnement et que ça, c'était un kiff. Et donc, du coup, voilà, même si tu as les clés, c'est pas grave, tu vas quand même être dans le moment. Et ça, je trouve que c'est un bel... Ouais, et je trouve que l'exemple que tu donnes de tiens, déjà sentir ce qui va arriver, ou en fait, si les deux personnes sont conscientes de ça, tu peux presque en jouer, c'est-à-dire tu rebondis déjà sur ce que potentiellement tu sais que la personne veut dire, ou tu viens challenger, mais je pensais que ça allait être ça, et en fait, voilà, après c'est vrai que moi c'est devenu quand même mon métier, donc c'est quelque chose dont je parle, ou avec lequel je suis à l'aise dans, voilà, évidemment pas, j'en vole pas à des personnes qui n'en ont rien à faire, mais du coup je peux en faire un sujet aussi de conversation dans mes interactions, et ça peut être très fun si on se laisse tous aller finalement dans cette intensité, ce multi-perception, etc. Et ça c'est pour moi la joie que je souhaite vraiment à toute personne, de faire l'expérience de je suis dans un environnement où on me comprend et où je peux y aller, quoi. J'entends un côté balai masque. Ouais, complètement. Et autant que faire se peut, il reste toujours quelque chose, mais faire tomber un certain nombre de choses pour aller plus vite dans la rencontre de l'autre, puisque justement on peut en rigoler, on peut parler de ces fameux codes, on peut parler du fait qu'on soit timide, on peut parler du fait qu'on se sent pâteau et quelque part se connecter d'autant plus vite à l'autre. Et être compris, comme tu le disais, être reconnu. Ouais, tout à fait, complètement. Tu as évoqué la recherche d'intensité et d'être comprise, justement, et que pour l'instant, si j'ai bien compris, là encore, si j'ai mal compris, n'hésite pas à me reprendre. Si j'ai bien compris, tu étais plus dans une recherche désormais d'une certaine neutralité par rapport aux intensités, à être plus 30 ou plus 60 et moins 30, moins 60. Et tu parlais d'une recherche de neutralité désormais. Alors, je suis pas à la recherche de neutralité. J'essaye d'être... Alors, comment j'ai explicité ça? J'essaie de peut-être pas être à la recherche, mais de me laisser vivre ce que je vis et d'être OK avec ce que je vis. Et en fait, il y a des moments où je suis dans cet espace de neutralité. Et c'est comment je m'entraîne à être OK avec cette neutralité-là. Et ça, par exemple, mais c'est pas que je recherche la neutralité. Pour le coup, je me laisse vivre ce que je vis. Enfin, c'est plus comment je valide tout ce qui est. Et est-ce qu'il y a autant de goût à se sentir vivant quand on se laisse aller dans une certaine neutralité? Oui, je crois. Une vraie question de HPI, ça, clairement. Je crois que, en fait, moi, ce que j'ai compris pour moi, c'est qu'il y a du goût dans l'alternance. C'est-à-dire que finalement, c'est ce qui fait la saveur, c'est je sais pas, finalement le haut ou l'intensité, on l'apprécie, peut-être parce il y a des moments où on la vit moins et c'est il y a une accélération ou ok. Et en fait, c'est avoir la confiance aussi que ça va. Évidemment, la confiance et faire quand même les actions parce que c'est pas juste en étant assis, mais des actions qui nous mènent à pouvoir revivre ces moments d'intensité. Il y a des moments où il y a moins d'intensité. Après, ça veut pas dire que il y a pas des moments où genre, je sais pas, imaginons, je m'ennuie ou j'ai pas été stimulée de la journée et je me dis oh là là, ça m'emmerde. Et là, c'est le moment où je vais voir aussi comment je peux rapporter de la satisfaction dans ma journée, du plaisir, etc.
Mais en fait, c'est juste essayer d'être OK avec ce qui est et en fonction, j'ai pas de réponse prédéfinie et je vois en fonction de ce dont j'ai besoin, en fait. C'est de l'acceptation? Ouais. C'est être avec ce qui est dans l'instant. Ça veut pas dire que le moment d'après, on peut pas le changer. Alors justement, il y avait une question que j'avais écrite un peu plus tard. Comment tu gères avec le côté, parce qu'il y avait accepter effectivement que ça peut changer, mais ou qu'on peut changer d'avis. Tu nous as parlé de la difficulté de faire des choix. Mais comment tu fais pour gérer l'impermanence de la vie, justement? Le fait qu'une fois que tu as fait des choix, ça peut encore bouger, alors que tu avais fait des choix quand même. C'était pas évident. Parce que je suis une personne plutôt spirituelle et je pense que mon système de croyance que j'ai développé, c'est que, et j'essaie d'y revenir, hein, ça veut pas dire que je suis tout le temps pleinement là-dedans et je suis une sage éclairée, mais c'est faire confiance au fait que c'est la vie finalement fait bien les choses et peut-être qu'à un moment donné ça me plaît pas le rebondissement, mais potentiellement ça va me mener ailleurs et ça va peut-être m'amener encore plus loin ou encore dans autre chose que j'avais pas imaginé. Donc c'est ce qui me permet de vivre l'impermanence. Bon, c'est à la fois quand même aussi d'avoir développé toute cette connaissance de moi et savoir être là pour moi dans les moments difficiles ou aller chercher le soutien parce que je veux dire je me fais énormément soutenir aussi pour pouvoir être là où je suis. Donc ça et en même temps faire confiance à la vie en fait. Que les choses sont bien faites et aussi enlever en même temps le poids de la décision en disant un peu tous les chemins mènent à Rome d'une façon ou d'une autre. Même si j'ai pris cette décision, ça va forcément me mener là où peut-être que là où j'ai à aller ou là il y a quelque chose pour moi. Il y a une belle confiance. J'essaye je l'ai développée et je vais la développer encore plus, mais oui, il y a une forme de confiance. En tout cas, je me ramène. C'est un peu cette. Ça veut pas dire qu'elle est toujours là. Pour moi, c'est plus on a différentes parts en nous et c'est comment je vais reconnecter à ça et je repars là-dedans en fait. Ouais. Alors, je me posais une question, en tout cas quand tu parlais de ta posture d'intervieweur, ce qui m'est passé par la tête, je me disais, le plaisir d'interviewer des gens pour un HPI, ça peut être peut-être lié à cette capacité d'empathie, de pouvoir se mettre assez facilement à la place des gens qu'on écoute, de se mettre dans ses chaussures, et quelque part, quand la personne raconte son expérience ou les choses qu'il a vécues, de pouvoir quelque part, nous-mêmes, grâce à notre empathie, vivre ce qu'il a vécu. Comme on peut réussir à, quelque part, le corps peut être trompé entre le souvenir de quelque chose, d'une émotion, le présent d'une émotion, le futur d'une émotion, notre corps peut ne pas savoir où il en est et le vivre de façon très intense. Même si c'est finalement une conception dans notre tête à ce moment-là, il peut le vivre. Donc, est-ce que ça serait pas un moyen pour nous d'accélérer le temps, puisqu'on peut pas être partout, même si on a la visio et qu'on peut être aux États-Unis en même temps qu'en France? Est-ce que c'est pas un moyen, en écoutant les autres, justement de vivre plusieurs vies grâce à notre capacité d'empathie? Est-ce que ça te parlerait quand tu es justement dans ce rôle d'intervieweuse? Ouais. Je pense que tu donnes déjà la réponse dans ta question et enfin complètement ça te donne accès à plusieurs vies, à plusieurs perspectives, ça enrichit ta propre vie. C'est drôle, ça me fait penser à, ok, tiens, par exemple, tu visites un endroit et tu te balades dans le lieu et tu regardes comment les gens vivent et tu rentres dans la vie peut-être pour l'instant de quelques jours de tes vacances ou de la visite d'un endroit et tiens, pendant un instant, t'imagines totalement autre chose et tu vis totalement autre chose. Par exemple, je sais que parfois quand je suis dans le train, je regarde par la fenêtre et je vois ça m'arrive souvent, je vois une personne se balader son chien et je me dis, ah tiens, si d'un coup j'étais cette personne en train de balader le chien et je vivais dans cet endroit. Clairement, je trouve ça c'est intéressant. Juste, c'est partir dans l'imaginaire finalement et vivre une autre vie à un instant T. Ouais. Quand tu parles de voyage, ça me fait vraiment penser à ce côté que j'adore le plus, grosso modo, c'est de louer une voiture dans un pays que je ne connais pas, en voyage, en vacances, et d'aller dans le premier resto, dans le premier bar, dans la première pizzeria qui passe, pas le lieu touristique guidé en bord de mer, mais l'endroit où je vais pouvoir rencontrer des gens qui sont des ouvriers ou des gens
pour vraiment voir ce qu'ils mangent, vraiment essayer de ressentir l'ambiance de leur vie. M'immerger dans un endroit où je suis pas censé être en fait à ce moment-là, parce que je ne suis pas de cet endroit. Et Ouais. voilà, ça a résonné comme ça dans ce que tu as C'est dit. exactement ça, ouais. Tu as parlé de l'importance des portes ou de trouver des directions. Ce plaisir à pouvoir transformer la vie ou sa vie. Et je me demandais comment ça se passe pour toi, comment ça se passe dans tes ressentis si tu ne vois pas, si tu ne ressens pas de porte de sortie ou de porte qui permettrait de sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. C'est comment pour toi dans ces moments-là? Très bonne question. J'essaie à nouveau pour illustrer pour les personnes qui nous entendent. Je repense à un moment où en fait c'est typiquement on est en train de se cogner contre un mur. Et on dit mais pourquoi ça devient pas une porte et pourquoi les gens cognent contre le mur et cette situation c'est ça comme tu dis on a soit sans issue on a l'impression d'être toujours dans le même truc et comment on peut en sortir. Ça va être plus un outil, peut-être une technique que je vais donner là maintenant, qui m'a été transmise. Donc, c'est pour ça que je la transmets. Pour moi, c'est précieux. C'est dans cet état mental et émotionnel, je vais continuer à me cogner contre le mur. Donc, je vais lâcher le fait que je suis en train de chercher la solution. Dans quel état interne je serais si j'avais trouvé la solution? Ok, imaginons, je serais soulagée, je serais en joie, je serais, quelles que soient les émotions, imaginons moi je serais soulagée et je serais en joie. Du coup, je vais travailler sur mon état interne et voir, ok, et si je commençais à l'incarner sans avoir la solution, hein, et si je commençais à me poser finalement sur ces émotions-là ok, je viens me connecter à la joie, même si elle n'est pas reliée là à l'événement, mais à des expériences précédentes, peut-être, je viens me connecter à ma joie et j'imagine que je suis pleinement soulagée. Et en fait, à partir du moment où je vais dans cet état-là, je vais avoir plus facilement accès à une solution, à une réponse pour me faire avancer. Mais si je suis en mode fermé avec mes ornières et juste je vois le mur gris et je fais que taper la tête contre le mur, je sais que je vais pas trouver la solution comme ça, quoi. Donc c'est plutôt, je dirais, soit en étant dans la boîte, partir dans son imaginaire pour imaginer qu'on est déjà ailleurs, et en travaillant aussi sur voilà ce que je ressens ou ce que je pense. Ou alors finalement si on prend l'image, sortir de la boîte, je vais me balader, je lâche la situation pendant un moment et j'y reviendrai plus tard. Et finalement la solution, enfin en tout cas ce dont j'ai fait l'expérience, c'est, je me rappelle un jour où justement j'étais un peu en mode voilà obsédée par quelque chose et de devoir le changer. Je me suis dit ok, va faire du sport parce que pour moi c'est une technique et en fait la solution elle est arrivée plus tard quand je sais plus, j'étais sous la douche ou je faisais complètement autre chose. Donc ça, un peu comme une stratégie qui peut être utile et une réponse à ta question. Merci pour cet outil. Ce principe de futurisation, quand ça rebondit un peu quand je disais tout à l'heure, on peut faire croire au corps que la futurisation c'est déjà présent et ça dynamise quelque chose, ça lance quelque chose et ça nous fait sortir en tout cas de l'état initial. Ouais, ça nous décale un petit peu. Ouais. Alors, des choses un petit peu plus polémiques, mais là encore, t'es pas obligé d'aller dans mon sens et vraiment, tu fais ta vie par rapport à ce que je dis, il n'y a pas de problème. À un moment donné, tu as évoqué l'humain, machine à croire. Tu te posais la question, est-ce qu'on a besoin de croire? Est-ce que c'est dans notre nature? Et moi, ça rebondissait sur une de mes phrases avec laquelle j'aime jouer, mais elle m'appartient. L'espoir en tant qu'opium des peuples. Et ce que je me disais, c'est que la télé a pu être pendant assez longtemps, peut-être pour toute une génération, justement, un peu comme les fumeries dans mes fantasmes, de la fumerie d'opium en Asie, la télé était l'endroit où le peuple se fait hypnotiser, écoute, et de temps en temps, on lui donne une petite goutte d'espoir pour essayer de continuer d'avancer. Et je me demandais si finalement le terme d'espoir pouvait pas aussi être une façon d'anesthésier la tristesse pour ne pas passer à l'action. Mais je pense que le mot espoir, il est double. Parce que, par exemple, je vois des personnes que j'accompagne et au démarrage qui me diront soit ça me redonne de l'espoir, ou qui vont lire des choses et vont me dire ça me redonne de l'espoir. Et donc finalement, je sais pas ce qu'on va dire, c'est positif dans le sens ça les reconnecte peut-être à un élan, à une possibilité. Donc en ce sens-là, finalement, c'est chouette, c'est vraiment, enfin c'est utile. Et après,
l'autre versant dont tu parles davantage, c'est ok, l'espoir, si c'est un état dans lequel je reste tout le temps, de l'espoir, au bout d'un moment, bah, je reste dans l'espoir en fait. Je suis pas dans la réalisation, comme tu dis, ou dans l'action. Et là, ça devient plus compliqué. Et c'est pas forcément l'état dans lequel on a envie de rester en fait. Je pense que, enfin, si les personnes prennent même une situation très précise dans laquelle elles sont, si elles sont dans un état d'espoir pendant, je sais pas, je dis n'importe quoi, des années, mais en nouveau, moi je suis en train de dire quelque chose, je me dis non mais chacun doit utiliser son propre filtre et se ressentir ce qui est juste ou pas pour elle ou lui. Mais pour moi c'est un peu les deux versants en fait de l'espoir. C'est à la fois ça nourrit et en même temps ça peut, comme tu dis, garder dans un état alors qu'il y a autre chose qui pourra advenir en fait. Et l'idée c'est que ça advienne. Et quand j'entends ça, ça me dit retour à la relation qui peut éclairer par l'extérieur, de façon à ne pas rester dans quelque chose qui serait un espoir qui amènerait vers quelque chose de négatif et de statique. Parce que je pense que des gens à l'extérieur, et peut-être justement par le coaching, ont la capacité de voir les patterns, de voir les choses qui se répètent, et de pouvoir donner la phrase qui va permettre de sortir de ce moment où finalement on stagne, pour changer, quand tu évoquais Et je pense que c'est même un besoin de changer, parce que pour moi, tout corps qui ne change pas, mais je mets ça aussi sur les structures comme une entreprise, qui ne change pas finit par mourir. On a besoin de pouvoir évoluer, d'avoir cette impression d'évoluer. De mon point de vue, encore ça n'engage que moi. Tu évoquais le changement justement. Alors, et là aussi c'est un peu provoque. Est-ce que de ton point de vue, on peut changer quelqu'un ? Alors, je pense que alors, il y a plein d'éléments avec ce que tu dis, mais on ne peut pas changer quelqu'un. Il peut que se changer lui-même. Bon, ça c'est quelque chose, je pense qu'on a pas mal entendu, donc c'est pas évident, c'est pas un scoop. Mais c'est important parce que souvent on veut changer l'autre, mais non, on peut changer que soi. Donc ça, premièrement. Après, la question c'est qu'est-ce qu'on change? Et moi, je sais que je l'ai parfois dans un process de transformation. Les gens me disent mais mince, si je change, je vais perdre mes amis, on va plus m'aimer, on va plus m'accepter. Et qu'il y a cette peur de je suis en train peut-être de perdre mon identité ou lâcher quelque chose qui est mon identité, parce que finalement, si je reviens à la conversation qu'on a eue justement avec Mathieu, c'est ok, le récit, ça forme mon identité, et c'est, enfin, je veux dire, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on croit, c'est notre identité, hein. Très simplement, on est fait de quelque chose, si vraiment on fait simple, c'est, tiens, de manière régulière, voilà les 4-5 émotions que je ressens, voilà de manière régulière ce que je pense, voilà de manière régulière ce que je crois, et potentiellement on peut rester statique dans ça, et ça peut nous desservir. Et donc oui, clairement on peut changer, mais on peut que changer déjà si nous-mêmes on a le désir et la volonté, l'engagement de changer. Et changer jusqu'à quel point, c'est la question. D'ailleurs, ça peut être intéressant en tant qu'éclairage. Quand les personnes, par exemple, viennent me voir, me disent mais j'ai envie d'apprendre, voilà, j'ai envie d'arrêter de submerger par mes émotions. De prime abord, je dis écoutez, j'ai pas envie de créer une attente que je pourrais pas remplir. On va pas changer l'intensité avec laquelle tu ressens les choses, dans le sens où tu ressentiras toujours les choses intensément, tu les ressentiras potentiellement plus profondeur, tu auras plus de sensibilité, et ça c'est un peu structurel, c'est ton fonctionnement. Par contre, là où il y a de la marge de manœuvre, et ce qu'on peut changer, c'est ton rapport à finalement voilà, tes émotions, à comment tu réagis, comment tu es. Et c'est là où il y a des choses qui font partie de qui on est, il y a des choses qu'on peut modifier dans plus voilà, nos comportements, notre façon de penser, de voir les choses, etc. Je suis en train de penser à plein de niveaux différents sur cette question pourtant très simple, mais il y a plein de choses qui me viennent, et c'est après, par exemple pour cette personne moi qui récemment me partageait, j'ai peur de perdre mon identité, j'ai peur de ce qui va devenir. En fait, en tout cas un processus qui est sain d'accompagnement, je pense qu'il emmène que à devenir davantage soi, et c'est plus enlever des couches, comme on dit, d'un oignon, enlever des couches qui nous servent pas, qui nous desservent, mais in fine, le process c'est que devenir davantage toi-même. On va pas changer qui tu es, on va aller chercher ton essence, et il y a des parts qui sont plus difficiles, que tu vas apprendre à soit voir différemment, à gérer différemment, à accueillir différemment,
Et après, il y a des parts lumineuses que tu vas peut-être, auxquelles tu vas laisser de la place, que tu vas laisser rayonner, que tu vas l'explorer encore plus et qui vont t'emmener vers encore un autre chemin. Alors, comme pour revenir sur ce que tu as dit, même si tu as l'impression de dire quelque chose qui a déjà été dit, je trouve que ça vaut vraiment le coup de l'entendre de nouveau, en plus avec ta couleur. Merci beaucoup. Merci. Alors, là où c'est provoque, parce qu'il y avait un switch dans ma question. Tu m'avais pas dit. Non, mais on s'amuse un petit peu. Donc, peut-on changer quelqu'un? Ta vision, si je synthétise et si je la fausse pas, c'est non, la personne peut changer, mais on ne peut pas changer quelqu'un. En tout cas, ça serait bien de faire le deuil. Si on est encore dans cette croyance, ça sera moins douloureux. Mais alors, comment est-ce qu'on peut changer la société? Comment peut-on espérer changer la société? Parce que c'est à un moment une petite phrase que vous avez eue, Mathieu et toi, où tu disais l'envie de changer la société. Alors, si on peut pas changer quelqu'un, est-ce qu'on peut pour autant quand même changer la société? Ou est-ce que c'est plutôt juste pertinent de garder cet espoir-là pour ne pas rester dans une sidération de voir ce jeu se déployer devant soi, ce jeu de société devant soi, qui pourrait nous sidérer? Est-ce que ça te parle, ma question? Est-ce que tu as envie de rebondir dessus? Ouais. Complètement, et c'est une bonne question. En fait, dans ma vision des choses, on peut changer la société par la façon dont on est et inspirer finalement l'autre au changement. Et en fait, je vais faire très simple, hein. Ça compte combien l'environnement, mais si on a plusieurs personnes, par exemple, qui, je sais pas, ont fait ce chemin vers elles-mêmes et qui s'autorisent à être elles-mêmes et qui finalement peut-être rayonnent en étant elles-mêmes. Et si on a plusieurs personnes autour de soi qui sont comme ça, au bout d'un moment, ça va être dur de rester dans son même paradigme. Ça va venir challenger, ça va venir faire bouger les choses presque naturellement, j'ai envie de dire. C'est pas possible qu'il n'y ait pas d'influence ou d'impact, en fait. Donc pour moi, comment on change une société, après c'est mon approche, hein, mais je sais qu'elle est. En fait, je pense que toutes les approches sont compatibles. Moi, je vois des personnes qui travaillent beaucoup plus à un niveau, plus à un niveau collectif et comment ça va infuser. Moi, je travaille beaucoup avec l'individu et parce que c'est mon approche de la transformation. Il y a des personnes, par exemple, quand je vois vraiment dans les compétences et les qualités de certaines personnes qui agissent à un niveau collectif et plus dans la structure d'une organisation. Et donc ça va se passer différemment, le changement qu'elles vont introduire. Moi, en tout cas, comment j'introduis le changement dans la société, c'est en travaillant, j'ai envie de dire, un individu à la fois. Après, ça peut se faire aussi à un niveau collectif, mais je travaille à partir finalement de l'élan et de l'individu pour changer la société. Mais je pense qu'il y a plein de façons, en fait. Mais ce qui est certain pour moi, c'est on peut toujours être une inspiration vers l'autre, et si à chaque fois on revient dans notre alignement, dans la goutte d'eau, finalement, il y a une expression, je pense là, je l'ai en italien parce que j'apprends l'italien, mais si une goutte, elle tombe tout le temps d'eau sur la roche, au bout d'un moment, il y a quelque chose la roche va changer, en fait. Enfin, donc c'est un peu sur le même principe de si chacun de nous, on fait le chemin pour nous, on le fait en même temps pour la société, et à force, finalement, l'environnement changera forcément. C'est pas possible. On s'influence l'un les autres, en fait. En tout cas, c'est ma vision. J'aime beaucoup ta proposition d'inspirer, oui. Ouais. Pour moi, les beaux cadeaux, et qu'on peut me faire aussi, c'est de m'inspirer, et puis le temps qu'on ne peut pas racheter, qu'on peut offrir en conscience, et le pouvoir, pour ceux qui sont prêts à recevoir, évidemment, être inspirant. Je trouve ça aussi, en tant que pédagogue sur une part de mes activités, à un moment donné, au-delà de je vais passer des savoirs, de la culture, mon expérience, déjà, si j'arrive à être inspirant par ma passion sur ce domaine-là, si j'ouvre cette porte ou propose cette porte à autrui, je trouve ça que c'est déjà un beau cadeau. Donc je te rejoins vraiment beaucoup sur ce que tu évoques. Ouais. Et pour l'inspiration, pour moi, tu vois, moi je suis complètement comme toi. C'est l'inspiration qui me permet de voir un autre possible et d'aller vers le changement. Moi, en tout cas, c'est ma mécanique. L'inspiration, c'est donc ouais, j'ai vraiment la même perspective sur comment moi je change. Après, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Hein. Bon, ils nous diront. Ça donne des bouffées d'oxygène. Personnellement, c'est une bouffée d'oxygène. Oh, il arrive à être comme ça. Mais même par rapport à quelqu'un que je trouverais sage, ou quelqu'un que je trouverais enjoué ou drôle, ou je me dis, il arrive à générer ça, à incarner ça. Il a l'air sincère, c'est très inspirant, et
ça donne de l'appétit, je veux dire, ça comme ça. Ouais. Tu as parlé d'être accompagné et tu disais, je peux entourlouper quelqu'un par rapport à un accompagnateur. Et il y a une question qui m'est venue, puisque justement toi tu accompagnes aussi. Je me suis dit, comment tu pourrais conseiller à quelqu'un qui serait HPI, quelle posture pourrais-tu conseiller à quelqu'un qui va être accompagné, qui serait HPI et dans une démarche d'être accompagné? Quelle posture souhaiterais-tu lui conseiller? Je sais pas. Yes. C'est drôle parce que j'ai fait justement un webinaire exactement sur ce sujet-là, de comment être bien accompagné en tant qu'HPI en ayant à la fois Pour la ne pas vision entourlouper, justement. Ouais. Parce qu'on a moyen. Ouais. Bah, en fait, je dirais, je veux dire, normalement, ça, c'est une partie, c'est le job de l'accompagnant parce que toi, tu arrives pour être aidé, donc tu as tes propres résistances et en fait, tu as potentiellement besoin de l'accompagnant justement pour aller au-delà de ça. Donc, il y a une partie où c'est un peu malgré toi que tu le fais. Donc ça, c'est juste un élément à poser. Après, moi, je demande beaucoup, par exemple, quand j'accompagne une personne, d'expliciter à la fois comment ils aimeraient être accompagnés, de quoi ils ont besoin, ce à quoi je dois être attentive. J'aime bien déjà poser en partant, en leur posant des questions, parce que moi, j'ai des personnes qui vont me dire, bon, Gloria, parfois je parle trop, n'hésite pas à me couper la parole, fais ci. Ou pour pouvoir mettre en œuvre des choses, il faut surtout pas... et en fait, c'est en connaissant les personnes, finalement, donc si je réponds à ta question de quelle est la posture pour être le mieux accompagné, surtout partager aussi avec son accompagnant d'où on vient, nos challenges, c'est ça la façon dont on peut réagir. Et ensuite, il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais Prends le temps, vas-y. Hein. Ouais, je pense à... Donc il y a une partie, c'est vraiment comment je sélectionne finalement l'accompagnant qui va pouvoir m'aider, parce que je pense que potentiellement, si on n'est pas accompagné par une personne qui comprend notre fonctionnement, on peut se retrouver à juste continuer dedans, et beaucoup de personnes en ont fait expérience. Donc je comprends parfaitement. Donc voilà, quand même, c'est choisir avec qui on travaille, et ensuite parce que voilà, si on choisit de la personne avec qui on travaille, cette personne-là potentiellement elle peut nous aider justement à travailler sur ça. Après, plus en termes de posture, pour moi, c'est ce qui est hyper important dans tout accompagnement, c'est de se responsabiliser, pas se culpabiliser, mais se responsabiliser, parce que le risque, et ça, je l'ai fait moi-même, c'est pour ça que j'en parle, c'est que je me fais accompagner et je vois les failles ou les faiblesses, sachant que ça ne veut même pas dire que c'est quelque chose de négatif, hein, de la personne qui est en train de m'accompagner. Tu vois le décor autour. Ouais. Et en fait, je m'enfonce là-dedans pour me déresponsabiliser, me trouver des excuses et ne pas avancer. Et en fait, je veux dire, moi, quand j'accompagne, je suis un être humain. J'ai des endroits où je suis plus forte et d'autres où je suis plus faible. Et entre guillemets, et en fait, ça, c'est apprendre. Si ça peut aider, ça très concrètement, c'est tu auras face à toi quelqu'un qui va t'accompagner, qui sera pas un être humain parfait parce que ça n'existe pas. Par contre, si tu arrives à déceler avec ton super radar là où cette personne est bonne et là où elle t'aide, où tu sens qu'il y a un impact, fonce là-dedans et utilise-la entre guillemets à fond sur là où où cette personne est forte. Si tu reviens tout le temps sur là où elle est pas comme tu voudrais, ou elle est pas au niveau ou pas aussi bien que là où t'es toi déjà, en fait tu vas perdre au jeu. Et ça peut être des trucs aussi cons que moi je vois, j'avais par exemple une personne qui m'a accompagnée et qui était vraiment avec un sens du timing, et voilà, du mal à être à l'heure, il y avait alors que moi je suis par exemple quelqu'un de plutôt ponctuel. Donc du coup, ou alors moi j'ai des personnes qui me disent bon Gloria, tu fais des fautes d'orthographe. Moi j'ai aucun problème avec le fait que je fasse des fautes d'orthographe, mais je sais que ça pose des problèmes aux gens. Et tiens, je sais pas, je suis telle vidéo ou tel texte et il y a des fautes dans le texte, et du coup je m'obsède là-dessus. Là je suis en train de donner des trucs hyper surface, de détails, ou alors je sais pas, vraiment il pourrait y avoir plein d'exemples. Et en fait, si tu utilises ça comme excuse pour te déresponsabiliser et t'enfoncer là-dedans, finalement tu te desserres à toi et à la personne évidemment. Alors que si tu prends ta responsabilité sur ok, c'est moi qui suis acteur de mon accompagnement, c'est moi in fine finalement qui va produire le résultat, et l'autre est là en collaborateur,
Et quand je sens que j'entre en résistance contre lui, parce que ça fait partie aussi du process et c'est OK, je peux l'exprimer. Je veux dire, je peux dire, bon, bah, écoute, moi, je sais que après, c'est ma sensibilité aussi. Je sens et je fais, là, je sens qu'il y a un truc et j'invite la personne à parler de sa résistance, dire, écoute, ça, j'y crois pas trop, ou ça, je me pose des questions. Et je fais, écoute, moi, bah, après, c'est parce que j'ai fait le travail en tant qu'accompagnant. Tout le monde n'est peut-être pas prêt. Tu peux me dire que tu crois pas en moi, que tu crois pas en ce qu'on est en train de faire. On va l'aborder, mais parce que je suis capable de tenir cet espace-là. Et c'est parce que j'ai fait le chemin. Je l'étais peut-être pas il y a quelques années, hein. Enfin, je vais être honnête. Et en fait, je pense qu'avec une personne HP, il faut réussir à tenir, parce qu'elle vient challenger la personne en face. Donc, OK, moi, je suis bien ancrée dans mes baskets sur ce que je sais, et je vais dire, typiquement, moi, je sais que je fais pas de détection. Je vais dire aux gens, écoutez, n'attendez pas de moi que je vous dise ci et ça. Je vous conseille plutôt d'aller voir d'autres personnes pour faire ça. Donc, je suis au clair sur ce qui est OK, ce que je sais faire et ce que je sais pas faire, et surtout, je peux faire des erreurs. Et dans ce cas-là, bon, bah, écoute, là, je pense que c'était pas exactement comme ça que je l'aurais fait. Maintenant que j'y repense, je t'en parle, et revenir au fait qu'on est deux êtres humains. Il n'y a pas quelqu'un qui sait, l'autre qui sait pas, qui est au-dessus de l'autre, etc. T'es dans une honnêteté de le dire et une simplicité d'être juste accompagnatrice avec toute ton humanité dans ce que tu dis, être des qualités et des difficultés sur d'autres points. Ouais. Est-ce qu'il laisse la place aussi pour l'autre que tu accompagnes pour pouvoir se révéler avec toutes ses parts? Complètement, ouais. Moi, en posture d'accompagnant, ce que j'ai souvent en image, moi, c'est la main en fait. Quand tu disais résistance, après tout, la personne qu'on accompagne peut très bien résister, on lui tient la main, mais si elle a envie de s'arrêter, bah effectivement, nous, si on avance, ça résiste, c'est OK. Et puis elle peut aussi s'emballer à un moment donné quand on voit peut-être le décor qu'il y a autour, la posture, tiens, il se synchronise avec moi, ça fait partie de sa méthode, c'est quoi l'arnaque, voilà, il y a cet accompagnement, c'est subir aussi les vitesses qui évoluent, mais rester nous dans notre côté inspirant de ça va, quoi qu'il arrive pour toi, même si c'est dur, ça va, ou ça va passer quand c'est vraiment difficile pour l'autre de vivre. Ouais, et tu sais, si je reconnecte avec ce que je disais, se développer cette confiance en la vie, ça a été dur pour moi d'accepter ça, mais il y a certaines personnes avec qui j'ai travaillé qui m'ont peut-être pas emmené là où j'aurais voulu, et en fait, je fais confiance en la vie dans le sens où c'était peut-être parfaitement l'expérience que j'avais à avoir pour me faire avancer sur autre chose. Et peut-être que la résistance que j'ai ressentie ou les difficultés ou peut-être même les déceptions, finalement, c'était exactement ça qui m'a fait avancer. Peut-être pas de la façon dont j'avais imaginé, mais c'était peut-être exactement ça. Donc ça, tu vois, je reviens à cette notion de confiance dans le fait que les choses sont parfaitement comme elles devraient être, même si sur le moment, peut-être c'est dur à avaler ou je le comprends pas, mais à un moment donné, ça va. J'ai un mot en anglais, it will all fall into place. Tout va tomber au bon endroit ou au juste endroit. Mais je comprendrai peut-être qu'après. La question qui me venait, c'est pour toi, pour accompagner un HPI, il faut en tant qu'accompagnant être HPI ou c'est pas... En fait, au départ, je disais oui à cette question-là. Je pense que c'est l'idéal. Après, en fait, je me suis rendu compte que si tu connais ton fonctionnement et que tu n'as plus besoin de quelqu'un de t'expliciter ton fonctionnement, bah, c'est davantage OK d'être avec d'autres professionnels qui connaissent pas parce que tu peux leur expliquer, tu vois. Après, c'est sûr que avoir un accompagnant même qui nous ressemble et qui est concerné, c'est de l'alchimie, hein. C'est plus facile, on se sent de suite compris. Je veux dire, j'avais encore récemment une personne qui me disait, bon là, je me suis fait accompagner par une coach qui connaissait pas et je me rends compte quand même avec toi, c'est plus facile. Quand même, c'est mieux, quoi. Mais donc j'aurais tendance à dire, c'est mieux. Après, c'est pas obligatoire et ça peut fonctionner aussi avec d'autres personnes. Parce que moi, je me fais accompagner par des personnes qui connaissent pas forcément ça, mais qui sont concernées, donc d'une autre façon, ça connecte. Et moi, je peux leur expliciter ce dont j'ai besoin et comment je fonctionne, etc. Je me suis posé la question à un moment donné, si tu avais fait une formation en hypnose, parce que tu as évoqué des métaphores autour du cinéma et ça fait partie, parce que je me suis formé à l'hypnose, ça fait partie des métaphores qu'on va pouvoir utiliser parfois en induction. Ouais, je me suis jamais formée à l'hypnose, mais d'ayant pratiqué pas mal moi-même, tu sais, c'est quand tu pratiques une technique, au final, à force, tu l'intègres un peu de fait.
Donc c'est plutôt comme ça que, ouais, je trouve l'hypnose a plein à la fois de métaphores, d'approches que je trouve intéressantes à intégrer en fait pour donner des clés aux personnes. Après, je me suis pas fait former spécifiquement. Mais comme tu le dis, à force parce que j'ai été aussi moi de patient au départ, à force d'entendre, à force de cheminer avec, tu finis par t'imprégner aussi. Ouais. Donc je trouve ça très chouette parce que du coup là aussi, finalement, le thérapeute a été inspirant et je me suis imprégné avant de décider moi-même de suivre ce chemin. Et ça revient à un moment donné, pardon, je recommence. À un moment donné, tu as évoqué l'importance du mot comprendre, de se sentir accueilli par l'autre, et tu disais que ça aidait à s'accueillir soi-même. C'est OK avec ça? J'ai bien synthétisé? Complètement. Tu as évoqué écouter ses curiosités, amener à être soi-même, et moi j'ai rajouté et être peut-être dans toute sa puissance. On revient à l'envergure que j'ai évoquée au tout début de l'entretien. Et je terminerai par ce témoignage que j'ai trouvé touchant parce que ça m'a rappelé des choses de mon vécu. Témoignage sur la perte de cadre, se sentir hors du corps, hors du cadre. Et moi, je me suis demandé, est-ce que tu avais un truc là encore, puisque tu nous as proposé gentiment quelques clés, justement ce problème de ces moments où on peut avoir cette sensation d'être perdu hors du corps, hors du cadre. Et c'est vrai que le plaisir peut être une solution pour retourner dans le corps, mais moi, je me souviens d'un moment où le plaisir, en fait, qui aurait pu me ramener à la réalité ou à la rationalité, le plaisir de mes sens était trop violent à vivre. C'était pas, même ça, c'était pas acceptable. Est-ce que tu aurais une idée ou des choses que ça évoquerait chez toi pour aider à se reconnecter? Ouais. Si je repense, alors je disais, en passant par le corps, pour moi, c'est vrai que bon, le sport, c'est une façon, mais tout le monde n'est pas du tout aime le sport. Il y a des personnes, ça va être plus marcher, et je pense que il y a à nouveau des types énergétiques, aussi des façons d'arriver à un résultat qui sont différentes suivant les personnes. En fait, si je dis revenir au corps, c'est un truc tout simple, hein. Et le seul point, c'est qu'on a besoin d'avoir quelqu'un autour de nous, ou pas loin de nous, mais moi, je sais que dans ces moments que je décrivais tout à l'heure, juste avoir quelqu'un qui met sa main, je sais pas, sur mon bras, qui me fait sentir mon corps physiquement, en fait. Alors moi, je suis fan de massage, donc ça, c'est vraiment le top du top. Après, on peut pas avoir un massage tout le temps à portée de main. Mais en tout cas, quelqu'un qui me fait ressentir mon corps, ça me ramène dans mon corps. Retrouver du contenant. Ouais, complètement. Et si je donne ça à nouveau comme exemple, et ça, je me répète, je passe plus par l'aspect physiologique, mais parfois, une personne HP, quand elle est dans son brouhaha, elle va pas réussir juste en rentrant par l'aspect mental à redescendre. Tu vois, on va pouvoir continuer à interagir à un niveau mais c'est ça que, je sais pas, c'est ça que tu pourrais penser. Regarde comment tu pourrais voir les choses. Et puis en fait, on est juste en boucle sur le même modèle ou là où on est coincé. Donc hop, on n'a plus besoin d'aborder les choses par la parole, mais juste, ok, peut-être que, je sais pas, tu peux prendre quelqu'un dans les bras ou c'est essayer de sentir son corps. Je donne un autre exemple, c'est plus pour les enfants, et ça n'a rien à voir avec potentiellement le HP, mais je sais qu'adulte c'est encore le cas. Quand je dors, j'ai besoin d'avoir du poids sur moi. La couverture, faut qu'elle ait du poids sur moi. Et typiquement, ça me permet de ressentir mon corps. Le fait d'être dans l'eau aussi, je ressens mon corps différemment. Donc tout ce qui va ramener comme tu dis, de ressentir le contenant. Ouais, ce serait ça ma réponse. Ça m'emmène à avoir vu quelque chose sur les réseaux sociaux où je me suis dit, tiens, c'est quand même intéressant ça. Quelque chose qui existe aux États-Unis apparemment en tant que pratique. Alors, je suis pas au clair sur le terme et j'ai peur en plus de mal le prononcer. C'est le fait d'avoir quelqu'un que tu peux louer entre guillemets pour te faire un câlin. Cuddle? Quelque chose de ce goût-là? Cuddle, ouais, c'est un câlin, ça veut dire, ouais, tout à fait. Ouais, et apparemment, il y a des formations de façon à ce qu'il y ait des accompagnateurs qui puissent à un moment donné venir justement te donner du contenant. J'ai vu ça uniquement sur des fils d'actualité aux États-Unis comme pratique qui pouvait maintenant exister et se démocratiser. Et je trouve que en France, je ne connais pas ça du tout comme mouvement.
mais pour rompre de la solitude et à un moment donné retrouver du corporel, parce que parfois je pense même que quelqu'un d'extérieur qui n'est pas lié à ses amis ou autres, avec cette neutralité de pouvoir peut-être même pleurer face à cette personne, ça peut être une piste intéressante, et j'ai vu qu'aux États-Unis ça existait. Voilà. Mais tu me fais découvrir en même temps. Mais c'est chouette, ouais. Je connaissais pas. Voilà, on revient quand même que nous sommes des animaux sociaux, et l'autre peut être une ressource pour le côté accompagnateur, là encore. Et merci d'avoir fait ce choix d'être toi-même accompagnatrice. Et tout à l'heure, Mathieu disait ce côté solaire. Alors, c'est vrai que tu as une très belle lumière en plus à côté de toi, mais depuis tout à l'heure, mais pendant votre interview aussi, tu avais ce sourire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très inspirant. Je suis ravi d'avoir fait ta connaissance par le biais de cette interview. Et merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Ouais, un grand merci à toi. Je prends tes mots, je les laisse s'absorber dans mon corps, et c'était un plaisir en tout cas d'échanger aussi avec toi. C'est très très chouette, et merci à tous les deux pour le travail que vous faites. Merci Gloria. Merci. Merci beaucoup Gloria pour ta confiance et pour cet échange sincère, souriant, vivant, riche et humain. Les liens pour accéder à ton travail sont disponibles sous cette vidéo. J'espère que tu as passé un bon moment. C'était un très beau moment, et c'est toi que je remercie pour le temps que tu prends. Et surtout, j'en suis sûre qu'il y a plein de personnes qui suivent ta chaîne avec grand bonheur. Et je les invite à l'exprimer, parce qu'en tant que créatrice de contenu, je sais que c'est toujours chouette d'avoir un retour. Donc merci pour le temps que tu as pris pour moi, pour nous tous. Bah, merci à toi pour la générosité de ta présence et ton engagement dans l'échange, qui fait que c'est pas surfait, c'est pas factice et tout. C'était très intéressant et passionnant. Après, c'était éclaté et arborescent, mais qui pourrait nous en vouloir ici? Salut Gloria, merci. Ciao, ciao, merci. J'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse et son soutien indéfectible, et surtout son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, à t'abonner bien entendu, et n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!